Alors que des vagues de 8 mètres et des vents de 70 nœuds frappent la plateforme, elle entre en collision avec l'arbre de Noël et un nuage de gaz s'échappe dans l'air. Bethlehem Steel était une grande entreprise américaine de sidérurgie et de construction navale en Pennsylvanie. Ils ont été essentiels à la construction de structures emblématiques comme le Golden Gate Bridge et le Chrysler Building. Dans les années 1980, les champs pétrolifères offshore sont devenus essentiels, des régions comme le golfe du Mexique devenant des centres majeurs de production pétrolière. Des pays comme le Mexique ont beaucoup investi dans les plateformes offshore pour exploiter ces réserves. En tant que fabricant d'acier et constructeur naval, Bethlehem Steel était stratégiquement bien placé pour profiter de la demande croissante en installations d'exploration et de production pétrolière offshore. L'entreprise a conclu un partenariat avec Perforadora Central, société mexicaine fournissant des services de forage, d'exploration et de développement, principalement pour Petróleos Mexicanos, plus connu sous le nom de Pemex. Petróleos Mexicanos, Pemex, est la compagnie pétrolière nationale du Mexique et un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole. Il supervise quant à tous les aspects de l'industrie pétrolière et gazière au Mexique, y compris l'exploration, la production, le raffinage et la distribution. En 1982, Bethlehem Steel construit la plateforme auto-élévatrice Usumacinta à Singapour. C'est une plateforme auto-élévatrice à support mat, mobile et déployable en eau peu profonde. La coque, conçue comme une barge flottante, permet à la plateforme d'être remorquée vers les sites de forage. Une fois que la plateforme est à l'endroit souhaité, elle est stabilisée par une grande fondation en forme de tapis à fond plat qui repose sur le fond marin pour servir de base à l'ancrage des jambes. Spécialement conçue pour les fonds marins meubles du golfe du Mexique, la coque de la plateforme est rectangulaire, mesurant 65 mètres de long sur 50 mètres de large et est divisée en zones pour les opérations de forage, l'équipage, l'hébergement et les machines. Elle a 3 jambes élévatrices en treillis, faites d'un réseau de poutres en acier formant une structure triangulaire qui répartit uniformément les contraintes, rendant les jambes solides et légères. Les jambes mesurent 122 mètres et peuvent fonctionner dans une eau de 91 mètres de profondeur. Tout en maintenant la plateforme stable au-dessus de la ligne de flottaison, la coque est tissée sur les jambes pour surélever la plateforme au-dessus de l'action des vagues pendant les opérations. L'installation dispose d'un pont en porte-à-faux qui s'étend vers l'extérieur pour fonctionner au-dessus d'une autre plateforme fixe. Cette configuration permet à Usumacinta d'étendre rapidement les capacités de production d'une plateforme fixe en forant de nouveaux puits dans un réservoir productif. Usumacinta peut héberger 81 membres d'équipage dont ingénieurs, Frorelant, Foreur et personnel de soutien. Des radeaux et canaux de sauvetage sont placés sur les côtés de la coque pour un déploiement rapide en cas d'urgence. Outre les sorties de secours, les points de rassemblement et le matériel incendie sont visibles sur le pont. Après sa construction, Usumacinta est déployé pour soutenir diverses opérations dans les champs offshore du Mexique. Son rôle principal est de forer de nouveaux puits et de fournir un soutien de maintenance aux plateformes existantes. Début octobre 2007, Pemex engage la plateforme auto-élévatrice Usumacinta pour forer le puits CAB 103 dans la baie de Campeche, située dans la partie sud du golfe du Mexique. La baie de Campeche est l'un des champs pétrolifères les plus productifs au monde, et les plateformes offshore de la région produisent 66% de la production de pétrole brut du Mexique. C'est une zone cruciale pour l'industrie pétrolière mexicaine et Pemex y extrait d'importants volumes de pétrole et de gaz naturel. Le puits CAB 103 est un projet qui sera foré à côté de la plateforme CAB 101 qui est déjà en place. Pompage de pétrole et de gaz à partir de 2 puits, CAB 101 et CAB 121. La plateforme CAB 101 est une plateforme de production légère de type Siponi, qui est une structure offshore compacte conçue pour extraire du pétrole dans des eaux relativement peu profondes. Elle est conçue pour être une installation simple et efficace dans des endroits où des plateformes de production à grande échelle seraient excessives ou impraticables. La plateforme CAB 101 repose sur une structure en treillis d'acier solidement ancré au fond marin. Le pont regroupe les équipements clés pour produire pétrole et gaz, tête de puits, dispositif anti-éruption et équipement de séparation du pétrole, gaz et eau.
Une tête de puits de production, ou arbre de Noël, est un ensemble de vannes, manomètres et étrangleurs installés sur la tête de puits. C'est un peu comme un carrefour routier. Elle sert à contrôler et à réguler le flux de pétrole, de gaz et d'eau qui remonte du puits. On l'appelle arbre de Noël car elle ressemble à un arbre décoré. Elle possède une grande vanne principale située à la base de l'arbre, au plus près de la tête de puits, pour contrôler le flux global des hydrocarbures provenant du puits, ou arrêter complètement la production si nécessaire. Les vannes latérales sont situées de chaque côté de l'arbre. Une vanne latérale dirige le flux du puits vers la conduite de production et les installations de traitement des hydrocarbures. Une vanne latérale est connectée à une conduite d'injection pour pomper des fluides lourds dans le puits et supprimer la pression lors de la maintenance. Il y a une vanne au sommet de l'arbre qui permet d'accéder au puits afin que les ingénieurs puissent envoyer des outils dans la conduite si nécessaire. Et une vanne de restriction pour réguler le débit d'hydrocarbures, ce qui équilibre une pression sûre dans l'installation de production et la pression optimale dans le réservoir. Et l'arbre de Noël est équipé de manomètres et de capteurs qui surveillent la pression du puits, la température et le débit. Le 21 octobre 2007, Usumacinta est remorqué jusqu'à la plateforme CAB Santin et l'équipage se prépare pour les opérations de forage. Les 3 jambes en treillis s'abaissent comme pour ancrer et positionner la plateforme de forage au fond marin. La coque est surélevée au-dessus de la ligne de flottaison, hors de portée des vagues et de la houle. Une fois en place et stabilisé, le pont en porte-à-faux est déployé vers la plateforme CAB Santin. Le pont en porte-à-faux constitue le centre des opérations de forage, avec le treuil du derrick de forage et une série de moteurs puissants qui font tourner et descendre la tige de forage. Les 2 grues sur la plateforme auto-élévatrice Usumacinta sont montées sur des socles robustes solidement fixés au pont. Elles sont conçues pour supporter les lourdes charges des opérations de forage en mer et résister à l'environnement implacable de l'eau salée. Les flèches de 30 à 50 mètres permettent de soulever des équipements lourds depuis les navires de ravitaillement ou d'appuyer les opérations de forage sur le pont en porte-à-faux. Chaque grue pivote à 360 degrés permettant aux opérateurs de déplacer des charges sur toute la plateforme sans la repositionner. La cabine de l'opérateur, perchée à mi-hauteur de la structure, offre une vue dégagée sur le pont. Le 22 octobre, le lendemain, les opérations de forage commencent. Les grues transfèrent les tiges de forage et équipements lourds des navires de ravitaillement au pont en porte-à-faux. Pendant que le pont est étendu au-dessus de la plateforme CAB Santin, l'équipe de forage entreprend les premières étapes pour forer le puits CAB 103. Les grues soulèvent et positionnent de lourds tubes de cuvelage dans le puits de forage. Ce cuvelage stabilise la partie peu profonde du trou de forage et empêche les sédiments meubles de s'effondrer dans le puits. Une fois que le trou de forage atteint la profondeur spécifiée, un tuyau en acier plus large, appelé cuvelage de surface, est inséré dans le puits. Le cuvelage de surface est cimenté en place pour offrir une stabilité supplémentaire et empêcher les fluides de migrer entre les différentes couches souterraines. La plateforme fonctionne en continu avec des équipes en rotation. Les salles de contrôle de la plateforme surveillent le forage, veillant à maintenir pression et profondeur dans des paramètres sûrs. Le matin du 23 octobre, un puissant front froid balaye la région, apportant des vents allant jusqu'à 70 nœuds et des vagues atteignant 8 mètres de haut. La tempête est si violente que 8 grands ports du golfe du Mexique sont contraints de fermer. Carlos Morales, directeur de l'exploration et de la production de Pemex, évoque des conditions météorologiques extrêmes jamais enregistrées. À mesure que la tempête s'intensifie, Usumacinta commence à tanguer sous l'effet des vents violents et des vagues incessantes. Les jambes de 122 mètres de la plateforme peinent à stabiliser la structure face à la force de la tempête. Le pont en porte-à-faux, qui est déployé au-dessus de la plateforme CAB Santin pendant les opérations de forage, oscille dangereusement près de la plateforme pétrolière voisine. Les vagues de 8 mètres grossissant souvent, la houle frappe les jambes de la plateforme pétrolière. Les vagues déferlent sur le pont, et les grues agissent comme des voiles en attrapant le vent. À midi, le pont en porte-à-faux heurte la vanne de production sur la plateforme CAB Santin. L'impact endommage des vannes de sécurité essentielles, provoquant une fuite immédiate et incontrôlée de pétrole et de gaz. L'équipage à bord d'Usumacinta agit rapidement pour évaluer les dégâts. Les ingénieurs et les opérateurs sur la plateforme évaluent rapidement la gravité de la situation. L'arbre de production endommagé ne peut pas réguler la pression,
et le flux d'hydrocarbures augmente rapidement. Ils essayent de fermer les vannes de sécurité sous-marine des puits Cap 101 et 121, mais elles ont été endommagées par la collision. Ils parviennent à ralentir la fuite, mais ne peuvent pas arrêter le pétrole et le gaz qui jaillissent de l'arbre de Noël endommagé. À 14h20, une brume de gaz entoure la plateforme. Même les vents violents ne suffisent pas à dissiper le nuage volatile qui s'échappe de l'océan. À 15h35, l'équipage lance un ordre d'évacuation d'urgence dans certaines des pires conditions de mer imaginables. Cet ordre est une directive émise lors de situations critiques pour s'assurer que le personnel quitte une zone dangereuse. Les équipes de secours, les navires et les hélicoptères sont informés afin d'aider aux efforts d'évacuation et de récupération. Les canaux et radeaux de survie de la plateforme sont déployés. 2 canaux de sauvetage fermés accueillent. Pour les 73 personnes, le reste de l'équipage utilise des radeaux de survie gonflables. Le premier canot de sauvetage commence à prendre l'eau immédiatement après son déploiement et finit par chavirer. Une vague massive frappe le deuxième canot de sauvetage, piégeant plusieurs personnes, tandis que les radeaux de survie cèdent et projettent leurs occupants à la mer. Les opérations de sauvetage sont rapidement mobilisées et Pemex dépêche plusieurs navires. Le Morrison Tide est un navire de soutien offshore qui aide également à gérer les situations d'urgence. 6 hélicoptères de Pemex et 2 de la marine mexicaine sont mobilisés pour les aider. Les hélicoptères survolent la zone pour chercher des hommes, à la mer, ciblant les lieux où les survivants ont pu dériver avec le vent et les courants. Ils offrent une vue sur la mer et coordonnent leurs actions avec les navires en dessous. Le lendemain, près de 24 heures après l'abandon de la plateforme par l'équipage, des hélicoptères repèrent des survivants sur des canaux retournés, des débris et des restes de radeaux de sauvetage. Les navires de sauvetage se dirigent immédiatement vers leur position et les remontent à bord à l'aide de filets trous de sauvetage. L'équipage subit l'exposition à l'eau froide, des blessures dues au chavirement des canaux de sauvetage et la contamination par le pétrole de la marée noire. À la fin de l'opération, 58 survivants sont secourus avec succès. Du pétrole et du gaz continuent de s'échapper de la plateforme CAB 101. L'arbre de production endommagé fuit à un rythme de plus de 442 barils de pétrole par jour. Les équipes de contrôle essaient de fermer les vannes sous-marines, mais comme elles ont été endommagées lors de la collision, l'équipe n'arrive pas à les fermer complètement. Des nappes de pétrole se forment sur l'océan et s'étendent dans la baie de Campeche. Une petite équipe d'ingénieurs sur la plateforme injecte de la boue de forage lourde dans le puits afin de contrebalancer la pression des hydrocarbures qui s'échappent le pas. Ils injectent ensuite du ciment dans le puits pour créer un bouchon solide. Mais à cause des dégâts subis par le puits et des conditions météorologiques extrêmes, le bouchon ne fonctionne pas. Le 13 novembre, presque 2 semaines et demie plus tard, une étincelle enflamme le gaz et le pétrole qui fuient, déclenchant un incendie massif sur l'Usumacinta. Les flammes envahissent la plateforme et se répandent vite dans la structure. Les équipes d'intervention d'urgence commencent à combattre l'incendie en utilisant les systèmes d'extinction d'incendie à bord et des navires de soutien équipés de canons à eau. Et en moins de 24 heures, l'incendie est éteint. Une semaine après le premier incendie, le 20 novembre, un deuxième incendie éclate sur l'Usumacinta. Le derrick et le pont cantilever s'effondrent, endommageant la passerelle reliant le Casantin à l'Usumacinta. Comme la plateforme est partiellement détruite, les équipes d'intervention d'urgence ont du mal à maîtriser l'incendie et à obturer le puits. Pemex tente de démonter la tour de forage et le pont cantilever sur l'Usumacinta pour séparer les 2 plateformes. Cela devrait aider les pompiers à éteindre les flammes sur l'Usumacinta et à améliorer l'accès au puits sur Cab 101 afin qu'il puisse être obturé. L'incendie est éteint le même jour sans aucun blessé. Avec un meilleur accès après le démantèlement du pont en porte-à-faux et de la tour de forage, les équipes peuvent injecter plus de boue de forage lourde dans les puits et supprimer le flux d'hydrocarbures. Ensuite, ils pompent du ciment dans le puits pour créer un scellement permanent. Le 14 décembre, environ 50 jours après l'accident, le puits est maîtrisé. 22 personnes sont décédées dans l'accident par blessure et noyade. Les familles des travailleurs décédés ont poursuivi Pemex et Perforadora Central pour négligence dans les protocoles de sécurité et d'urgence. Pemex a versé une indemnisation aux familles des 22 travailleurs qui ont perdu la vie, mais les montants exacts n'ont pas été rendus publics.
Après la catastrophe, Pemex et le gouvernement mexicain ont instauré des règles plus strictes pour les opérations pétrolières en mer. Pour renforcer la stabilité des plateformes auto-élévatrices, il convient d'augmenter leur distance, moderniser les canaux de sauvetage et rendre obligatoires les systèmes de surveillance météo pour alerter l'équipage avant des conditions critiques et permettre une évacuation sûre.